Eh bien, soyez les bienvenus pour ce premier cours consacré aux bases de données. Et si vous voulez bien, pour commencer, on va s'intéresser au premier chapitre, c'est-à-dire le chapitre qui correspond à l'introduction aux bases de données. Alors, qu'est-ce qu'une base de données? Eh bien, une base de données, c'est une réponse à un besoin particulier. Ce besoin, c'est de stocker des données, d'y accéder facilement, de ne pas les perdre. Alors, bien entendu, ce besoin existe depuis très longtemps et avait déjà trouvé des façons d'y répondre, notamment grâce au format papier, sur lesquels on pouvait mettre de l'information, trier, classer, etc. Bon, il existe également d'autres façons de répondre à ce besoin, notamment en utilisant un tableur Excel, par exemple, ou en utilisant des bases de données, et on va voir quel est l'intérêt de ce type d'outil plutôt que les autres. Alors voici quelques critères pertinents qu'il est utile de rappeler et qui permettent de répondre aux besoins de manière intéressante. Premier critère, il s'agit d'avoir une rapidité et une facilité pour stocker des données en grande quantité. Et c'est là qu'on voit tout de suite la limite du stockage papier qui est pour le reste très pratique et notamment par rapport à la durabilité du papier. C'est quand même vraiment utile et ça a fait son travail pendant des années et des années. Ceci étant, il faut bien reconnaître que lorsque l'on a besoin de stocker ces informations en très grande quantité, cela devient compliqué à gérer parce que il faut tout de suite avoir quelqu'un qui va gérer le classement, etc., etc. Il nous faudrait également de la rapidité et de la simplicité pour récupérer des informations stockées parmi une foule de données. Et forcément, si on stocke des données en grande quantité, on souhaite ensuite avoir la possibilité de les récupérer facilement sans perdre de temps pour trouver l'information qui nous intéresse. Encore une fois, force est de constater qu'avec le papier, cela devient très compliqué, n'est-ce pas? Autre critère, comment gérer la gestion des conflits lors d'accès concurrentiel aux données. C'est-à-dire, si on est plusieurs, disons une dizaine de personnes à vouloir accéder à la même donnée en lecture, en général, ça ne posera pas de problème. Maintenant, si on est une dizaine de personnes à vouloir accéder à la même donnée pour la mettre à jour simultanément en écriture, comment gérer ces conflits-là? Parce que cela peut poser de réels problèmes, n'est-ce pas? Enfin, il nous faut une fiabilité du support de stockage, et on va ici parler de haute disponibilité, c'est-à-dire que nous, ce que nous cherchons à avoir, c'est quelque chose, un support de stockage, une manière d'avoir les données qui nous permettrait de pouvoir y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quel moment. Chose intéressante donc, l'intégralité de ces critères est gérée par une base de données. Une base de données répond à tous ces critères-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bases de données sont en réalité utilisées dans la vie de tous les jours et par beaucoup de programmes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais tous les jours, vous vous connectez à une base de données. Ici, j'ai pris quelques exemples. L'université, la bibliothèque, la SNCF, la banque, Météo France, etc., etc. En réalité, dès qu'il y a beaucoup d'informations à stocker, une base de données est utilisée. Typiquement à l'université, pour tout ce qui est gestion des personnels, gestion des étudiants, gestion des cours, gestion de la comptabilité, gestion des inscriptions, etc., etc., on va utiliser des bases de données. Vous allez dans votre bibliothèque de quartier, vous souhaitez emprunter un livre. Cet emprunt va être renseigné dans une base de données pour permettre à la personne qui gère la bibliothèque de savoir qui a emprunté quoi à quel moment. Vous utilisez votre application préférée pour réserver un billet de train. En réalité, cette application va se connecter à une base de données dans laquelle se trouve l'intégralité des trajets de train qui sont prévus le jour où vous souhaitez prendre ce train. Et donc, il va vous permettre de faire une réservation pareil grâce à une base de données. On va s'arrêter là, mais vous avez bien compris l'idée. Beaucoup de programmes utilisent des bases de données. Parce que, en réalité, et vous le découvrirez tout au long de votre formation, nous, en tant que développeurs, la seule chose que nous sommes capables de faire lorsque nous créons un logiciel, c'est finalement de prendre des données et de les agencer sur un écran, de les rendre disponibles
en lecture ou en écriture. Mais finalement, on part de cette base que sont les données. Et d'où viennent ces données? Eh bien, très souvent, elles vont venir d'une base de données. Alors, voici quelques éléments à se rappeler. Une organisation va générer et stocker des données brutes. C'est quelque chose qui est évident. Toute organisation, qu'elle soit but lucratif ou non lucratif, va avoir des données à stocker. C'est presque lié à son métier. Quelque part, au-delà du métier en lui-même, il y a beaucoup de données qui sont associées à ce qui est réalisé. Et ces données doivent être stockées. Qu'est-ce qu'on va appeler une donnée? Eh bien, une donnée, c'est un élément d'information manipulable par un ordinateur. Autrement dit, bien souvent, on va dire qu'on va typer une donnée, c'est-à-dire qu'on va lui dire euh, cette donnée-là correspond à un chiffre entier. Cette donnée-là correspond à une chaîne de caractères. Cette donnée-là correspond à un booléen, c'est-à-dire quelque chose qui est soit vrai, soit faux, etc. Le but du jeu, c'est de rendre cette donnée utilisable et manipulable par un ordinateur. Et donc pour cela, on va fractionner au maximum pour arriver à avoir des données très simples à gérer. Et qu'est-ce qu'une base de données? Eh bien, une base de données, ça va être une collection structurée et organisée de ces données. C'est-à-dire qu'on va prendre tous ces petits bouts de données et on va les organiser les unes avec les autres pour savoir comment est-ce qu'on va les utiliser et comment est-ce qu'on va pouvoir les traiter. D'accord? Donc, on parle bien de collection qui va être structurée, organisée. On va retrouver l'intégralité de ces données, mais d'une manière bien particulière. D'ailleurs, une base de données doit être capable de donner une description d'elle-même. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la manière dont sont organisées et structurées les données, la base de données est capable de vous l'expliquer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, une base de données va décrire les relations qui existent entre les données, et on en reparlera un petit peu après, mais ça, c'est un élément clé également des bases de données. Et là, du coup, bien face à cette définition ici, on peut comprendre qu'un simple fichier texte ou un simple fichier Excel ne peut pas être considéré comme une base de données. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on l'a dit, notamment, une base de données doit être capable de donner une description d'elle-même et de décrire les relations qui existent entre les données. Ce type de fichier-là, texte ou Excel, ne peut pas faire cela, ne peut pas répondre à cette problématique-là. Ce n'est donc pas une base de données. Et on va voir quel est l'intérêt du coup de tout cela. Voici maintenant quelques définitions à retenir. On va appeler base de données ce qui correspond à un ensemble structuré de données utilisé par de nombreuses personnes et dont l'organisation est régie par un modèle de données. Autrement dit, finalement, la base de données, ça va être quelque chose de conceptuel. Ça va être la partie théorique. Maintenant, comment est-ce qu'on va mettre en place cela dans la pratique? On va le faire grâce au système de gestion de base de données, le SGBD, qui est un ensemble coordonné de logiciels qui permettent de décrire, stocker, interroger ou modifier une base de données, mais qui permettent également de sécuriser et de gérer la confidentialité de ces données dans un environnement multi-utilisateur et donc potentiellement avec beaucoup d'informations, avec beaucoup d'interactions, et qui va permettre enfin d'interagir simultanément sur ces données. Le système de gestion de base de données, le SGBD, est donc l'élément pratique qui va permettre de mettre en œuvre une base de données. La base de données, donc, c'est ce qui va correspondre à la partie théorique. Comment est-ce que j'organise mes données? Comment est-ce que je les stocke? Le système de gestion de base de données, ce sont les logiciels qui vont permettre de mettre en place cela dans la vraie vie. Voici un schéma qui permet de comprendre cela. Vous avez ici les tables utilisateurs que vous retrouvez dans la base de données, puisque en réalité une base de données c'est quoi? C'est simplement une liste de tableaux à 2 dimensions, on va y revenir un petit peu après, donc dans lesquels ces tables utilisateurs, vous stockez les informations. Et puis vous avez dans cette même base de données des dictionnaires qui vont permettre de savoir comment sont organisées les données, qui vont permettre de donner donc ce qu'on appelle la description de la base. Tout cela est stocké sur un serveur. Ce serveur, en réalité, n'est rien de plus qu'un élément physique, un ordinateur physique, sur lequel tourne un SGBD, sur lequel tourne un système de gestion de base de données, un ensemble de logiciels qui vont permettre de créer ces tableaux,
de créer ces dictionnaires et qui vont permettre aux clients de se connecter au serveur pour récupérer l'information. Prenons un exemple pour comprendre l'intérêt de ces bases de données. Parlons par exemple d'un hôpital. Alors dans un hôpital, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il existe quantité de services. Ici j'en ai pris 4, mais il en existe bien d'autres. Le service de la comptabilité, le service de la chirurgie, le service des consultations et le service de la psychiatrie. Chaque service a des besoins propres à son propre service. Logique, chacun a des façons de fonctionner différentes. Chaque service a donc besoin d'un logiciel prévu pour ces problématiques à lui. Mettons que dans cet hôpital, chaque service est donc un logiciel différent. Et imaginons que M. Dupont ait besoin de venir en consultation parce qu'il ne se sent pas bien. Alors M. Dupont vient voir du coup un généraliste dans le service consultation. Ce généraliste va utiliser son logiciel à lui, que nous avons appelé ici ConsultSoft. Ce généraliste va donc saisir des informations à propos de M. Dupont, son nom, son état civil, il va saisir ses symptômes, il va saisir les résultats d'analyse, et puis il va saisir également les mesures qu'il propose à M. Dupont. Parmi ces mesures, il lui propose 2 choses. Il a décelé que quelque chose n'allait pas au niveau physiologique, il va donc l'envoyer en chirurgie, mais il a décelé que M. Dupont n'est pas très bien également dans sa tête. Alors il va l'envoyer également en psychiatrie. Très bien. M. Dupont va donc prendre rendez-vous avec ces 2 services. Chacun de ces services va utiliser son propre logiciel, va reprendre des informations à propos de M. Dupont, va gérer des données propres à ses besoins. En chirurgie, certainement des données qui sont propres à l'opération. En psychiatrie, certainement des données qui sont propres au passé de M. Dupont, etc. Une fois que M. Dupont a fait toutes ces consultations, eh bien, le service comptabilité rentre en jeu. Son but à lui va être de facturer M. Dupont de tout ce qu'il a pu faire comme analyse et comme consultation. Alors pour cela, eh bien, à nouveau, il va saisir des informations sur M. Dupont, son état civil, qu'est-ce qu'il a fait comme acte, etc., etc. Alors ici, on remarque quand même qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il existe plusieurs applications. Autrement dit, plusieurs applications veut dire plusieurs équipes qui vont s'occuper de la maintenance de ces applications, et donc cela va coûter beaucoup d'argent. Il existe également potentiellement plusieurs langages utilisés pour chacune de ces applications, et cela va également poser des problèmes de maintenance. Il existe très certainement plusieurs formats de données, c'est-à-dire que chaque logiciel a sa façon d'organiser les informations et de les stocker, ce qui peut poser également des problèmes. On va trouver également de la redondance de données, parce que entre chaque service, on va retrouver des informations identiques de partout. Typiquement, le nom, l'état civil, un certain nombre de choses de ce type-là. Et du coup, bien cela va poser problème. Par exemple, imaginons qu'il y ait des fautes de frappe. Comment faire le lien entre M. Dupont en consultation avec un H avant le P, mais le lien avec M. Dupont avec un D sur le Chirursoft, M. Dupont avec un T dans le Comptasoft, etc. Comment savoir qu'il s'agit de la même personne? Cela va poser de réels problèmes. Et puis, maintenant, autre question, face à cette redondance de données, comment récupérer une information pour la mettre à jour dans tous les services? Cela va être très compliqué, n'est-ce pas? Il y a également des difficultés pour interroger les données. Il y a également de la redondance de code parce qu'il y a un certain nombre de choses qui seront identiques malgré tout dans chacun de ces services. Et puis, il y a un autre problème qui n'est pas des moindres, et notamment dans un hôpital. Qu'en est-il de la confidentialité des informations ici? Parce que visiblement, si on regarde sur l'exemple qui est là, la comptabilité a accès à un certain nombre de symptômes, alors que finalement la comptabilité ne devrait pas avoir accès aux symptômes, ce sont des données confidentielles. Eux, simplement, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qui a été vu, dans quel contexte, et combien de temps, quels actes ont été réalisés pour pouvoir facturer. C'est tout ce dont ils ont besoin. On voit bien ici que cela simplifierait vraiment les choses si on avait une gestion centralisée des données, avec la possibilité de donner des droits d'accès
à l'intégralité selon le service qui veut s'y connecter. Voilà donc le gros intérêt d'avoir une base de données, c'est qu'on a une gestion centralisée. On a une gestion des droits, on a une gestion des conflits d'accès. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour éviter de rencontrer tous les problèmes qui ont été décrits dans cet exemple. Alors voyons maintenant en quoi un simple fichier texte ou Excel n'est-il pas viable pour stocker de l'information. En réalité, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Eh bien, il y a déjà un premier problème, il s'agit de la difficulté de gestion. C'est-à-dire que l'utilisateur doit obligatoirement connaître la structure du fichier pour manipuler les données. Si vous ne connaissez pas la manière dont sont organisées les données, personne ne va pouvoir vous dire comment elles sont organisées. Il peut également y avoir des incohérences ou des redondances de données. Et je vais vous donner un exemple juste après pour que vous compreniez que dans le cadre de fichiers Excel ou de fichiers texte, on va avoir des redondances. Et ça, on n'aime pas du tout. Parce que les redondances, ça veut dire potentiellement des difficultés à mettre à jour les données. Il va y avoir des coûts élevés également. Parce qu'un programme par fichier est nécessaire. Chaque programme étant codé spécifiquement pour un fichier. Cela va engendrer une maintenance difficile. Cela va engendrer une gestion des pannes compliquée à mettre en place. En fait, par défaut même, cette gestion des pannes n'est pas prise en charge. C'est-à-dire que si votre disque dur tombe en panne, vous n'avez aucune possibilité de récupérer de l'information, sauf à avoir fait des copies, etc. Mais il n'y a pas d'automatisme pris en charge par défaut. Vous devez mettre en place vous-même ces automatismes-là. Et puis vous serez d'accord avec moi pour dire que lorsqu'on a un fichier dans lequel on stocke toutes les informations, le partage des données est compliqué. Parce que si vous souhaitez partager ces informations, ça veut dire que plusieurs personnes vont devoir accéder au même fichier et potentiellement cela va poser des conflits d'accès. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce type de fichier n'est pas fait pour ça. Cela peut être intéressant pour un usage personnel, pour un usage où on a peu d'informations à stocker, mais rappelez-vous, le traitement doit être fait par l'utilisateur et donc cela génère beaucoup de travail de votre côté. Alors voici un exemple de fichier Excel et on va voir les problèmes que l'on rencontre ici. Vous voyez, ce fichier Excel ici contient toutes les données relatives à une librairie. Donc chaque ligne contient les données relatives à un livre, son numéro d'ISBN, c'est-à-dire l'identifiant unique du livre, le titre, l'auteur, etc. Et ici, on remarque plusieurs problèmes. Premier problème, on a de la redondance de données, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'éditeur, si un éditeur édite plusieurs livres, et c'est forcément le cas, un éditeur n'édite jamais qu'un seul livre, eh bien, il va se retrouver plusieurs fois dans le même fichier, ce qui pose problème. Parce que si je veux mettre à jour le numéro de téléphone de cet éditeur, Small House par exemple, eh bien, il va falloir que je retrouve l'intégralité des lignes dans lesquelles il se trouve pour mettre à jour ce numéro. Également, si un même auteur a écrit plusieurs livres, eh bien cet auteur va être dupliqué. Si un livre a été écrit par plusieurs auteurs, et c'est le cas avec le livre Balloon par exemple, eh bien ce livre Balloon va apparaître plusieurs fois. Donc on retrouve cette redondance de données. Cela va générer d'autres problèmes. La mise à jour de l'information va être compliquée. Je change un numéro de téléphone, je dois le changer partout. Cela va rendre compliqué l'ajout d'un nouveau livre. Je dois renseigner une nouvelle fois toutes les données sur son auteur, sur son éditeur, à chaque fois que je veux rajouter un nouveau livre. Cela va engendrer également des incohérences. Un même nom d'auteur avec plusieurs numéros de téléphone différents est tout à fait possible, ce qui pourrait poser effectivement des problèmes. Et enfin, si je veux supprimer tous les livres d'un auteur, eh bien je perds aussi toutes les infos liées à l'auteur. Et si cet auteur écrit un nouveau livre plus tard, eh bien il faut que je ressaisisse les informations liées à cet auteur. Alors, quelle solution apporter à ce type de problème? Eh bien, on pourrait mettre en place une structuration des données en fonction d'un modèle. Et c'est ce que fait finalement une base de données. Ici, l'idée, c'est d'externaliser les données qui sont redondantes. Et du coup, on ne va retrouver que des informations très légères en redondance. Typiquement, voici l'exemple que je vous propose ici. On va créer un tableau dans lequel on va mettre les éditeurs, qui n'apparaissent qu'une seule fois.
Donc si je veux mettre à jour un numéro de téléphone, bien c'est parfait, je n'ai qu'à intervenir qu'à un seul endroit. Et au niveau du tableau des livres, eh bien, plutôt que de mettre les informations liées à l'éditeur, je mets un numéro qui va me permettre d'avoir la référence à l'éditeur en question. Ce qui fait que je vais avoir de la redondance de données dans une certaine mesure, mais très peu, parce que l'identifiant éditeur est un numéro très facile à mettre à jour si besoin. Donc ici, on va créer des pointeurs entre deux fichiers pour stocker une seule fois les données relatives à un éditeur. Les deux objets identifiés sont donc les livres et les éditeurs. Cette structuration évite les redondances. Maintenant, lorsque l'on est sur un fichier Excel, c'est compliqué à mettre en place une telle façon de faire parce qu'un fichier Excel peut créer des liens d'un fichier sur l'autre, mais ce n'est quand même pas fait pour. C'est pas fait pour ça. Voici donc quelques avantages que nous avons à utiliser une base de données. Premièrement, la base de données propose une indépendance physique, c'est-à-dire que on peut modifier l'information, la manière de stocker des données sans aucun problème. La manière dont est stockée les données n'aura aucun impact sur les programmes et les programmes n'auront aucun impact sur la manière dont sont stockées les données. Donc on retrouve une indépendance très intéressante ici parce que lorsque l'on va modifier euh, la manière de stocker l'information, cela ne va pas venir impacter les programmes et donc ne va pas générer de la maintenance sur ces programmes. La façon dont les données sont définies, en fait, va être indépendante des structures de stockage utilisées. Autre avantage, on a une indépendance logique, c'est-à-dire qu'un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. Toutes ces visions personnelles des données doivent être intégrées dans une vision globale. L'idée, c'est que, en réalité, la manière de stocker l'information en réel dans la base de données ne correspondra pas forcément à la manière dont ces données vont être affichées à l'écran. C'est au développeur de choisir la manière dont les données qu'il va interroger, qu'il va récupérer, seront organisées. Mais la manière dont elles sont organisées en base de données n'influe pas sur cet affichage qui sera proposé à l'utilisateur final. Autre avantage, la manipulation des données peut être réalisée par des non-informaticiens parce que les langages qui sont utilisés, en fait le langage plutôt qui est utilisé, n'est pas procédural. Il y a un langage particulier, le SQL, qui va permettre d'interroger l'information, d'interroger la donnée. Ce langage n'est pas procédural, c'est-à-dire qu'on fonctionne par requête, et donc il n'y a pas besoin de préciser des algorithmes d'accès, mais on va plutôt s'intéresser aux critères de sélection de la donnée. Donc des gens qui ne sont pas informaticiens, qui n'ont aucune formation dans les algorithmes, peuvent malgré tout interroger la donnée. Autre avantage, c'est qu'on va avoir une administration centralisée des données. C'est-à-dire qu'on va centraliser les descriptions des données entre les mains d'un groupe de spécialistes. En réalité, donc, on va avoir des gens qui vont être spécialisés dans la gestion de la donnée et qui ne vont faire que ça. Toutes les données doivent être centralisées dans un réservoir unique commun à toutes les applications et des visions différentes des données, entre autres, se résolvent plus facilement si les données sont administrées de façon centralisée. Le stockage de la description des données dans un dictionnaire de données nous permet de ne pas avoir besoin de connaître la manière dont sont organisées les données à l'intérieur de la base, puisque elle-même va pouvoir se décrire. Encore un autre avantage, il y aura une efficacité des accès aux données. Et oui, parce que ces systèmes de gestion de bases de données, le SGBD, ont été optimisés pour permettre d'avoir des très très bonnes performances, que ce soit en débit ou en temps de réponse. Il y a une optimisation des entrées-sorties disques. En fait, l'accès aux données se fait par l'intermédiaire d'un langage de manipulation de données, et il est crucial que ce langage permette d'obtenir des réponses aux requêtes en un temps raisonnable. Ce langage de manipulation de données doit donc être optimisé pour minimiser le nombre d'accès disques, et tout cela de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Et du coup, bien, c'est un gros avantage des bases de données, puisque ici, on a des performances très intéressantes. On a également la redondance contrôlée des données. Parce que même si, quelquefois, on va avoir besoin de faire de la redondance, dans des cas particuliers, s'il y a des copies multiples, en fait, le système
va réactualiser ces informations de manière transparente. Mettons que vous vouliez mettre en place de la haute disponibilité, ça sous-entend d'avoir plusieurs serveurs qui ont la même information pour que si l'un tombe en panne, l'autre puisse prendre le relais. Eh bien, dans ces cas-là, il y a donc copie, il y a redondance, mais cela est géré par le système et donc est transparent pour l'humain qui gère la donnée. Et puis, on va malgré tout essayer la base de données va malgré tout limiter fortement les redondances de données, parce que pour éviter les problèmes lors des mises à jour, on considère que chaque donnée ne doit pas être présente plus d'une seule fois dans la base de données. On va ensuite trouver d'autres avantages. Une cohérence des données. Il va y avoir des règles de cohérence qui vont être mises en place, qui vont permettre de vérifier pour garder la base dans un état cohérent. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle des contraintes d'intégrité qui vont permettre d'être sûr que la donnée est saisie d'une façon bien particulière. Et du coup, bien, cela va permettre de limiter l'incohérence des données qui peuvent exister. Il va également y avoir un partage des données. C'est-à-dire qu'une application doit pouvoir accéder aux données comme si elle était la seule utilisatrice, et même si peut-être que 50 personnes sont en train d'accéder à la même donnée, eh bien, on veut que ce soit transparent, et les systèmes de gestion de base de données sont très bien faits pour cela. Il y a une gestion des accès concurrents des transactions qui va permettre d'éviter d'avoir des conflits à ce niveau-là. Il y a une sécurité des données. Il y a une protection qui est mise en place contre les accès non autorisés. Et enfin, il y a une forte résistance aux pannes. En cas de panne, on peut mettre en place des plans de reprise grâce aux sauvegardes, grâce à l'atomicité des transactions. Donc tout cela va permettre d'avoir vraiment de gros avantages. Voilà donc ce qui va clôturer notre premier cours. Et on a vu donc que les bases de données ont beaucoup d'avantages. Alors maintenant, dans la prochaine vidéo, eh bien, on va s'intéresser à tout ce qui est modèle relationnel et à comprendre comment est-ce qu'on va, dans la pratique, mettre en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui.